Ok, donc bonjour, merci d'être là pour cette session. Donc je me présente, je m'appelle Clément Escoffier, je suis Distinguished Engineer chez Red Hat et je travaille sur le projet Quarkus qui est le sujet de ce talk. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-présenter avec Audi. Bonjour, je m'appelle Laurie et je travaille chez Red Hat aussi, où je contribue à quelques projets open source, dont Quarkus aussi. Donc justement, aujourd'hui on est là pour parler de Quarkus. Et Quarkus, c'est plus une techno qui se démontre plus qu'elle s'explique. Alors on va quand même vous l'expliquer, mais d'abord on va vous la démontrer. Et on mangeait comme ça, en train de préparer la session avec Audi, et je commençais à gratter des trucs là sur une nappe, et j'ai trouvé une super idée de business model. Vous allez me dire ce que ça veut dire. Donc là, il y a un utilisateur, là. Alors pour ceux qui ne voient pas, on le mettra en plus gros après, mais il prend une photo. Ça va le mettre à un service qu'on va mettre sur Kubernetes, voilà, qui va, hop, comme ça on a la photo. Ensuite, on va rendre cette photo carrée. Voilà, comme ça, hop. Et pour ça, on va utiliser une fonction lambda, parce qu'il paraît que c'est cool, etc. Et puis ensuite, on est en 2023, donc il me faut un peu de Kafka, sinon on n'est pas bankable. Donc, hop, j'ai envoyé ça sur Kafka. Et puis je vais avoir un autre service. Ah, lui, il est un peu plus classique parce que finalement, les VM, c'est pas mal. Je vais utiliser un truc qui s'appelle OC2, c'est bien aussi. Tac, qui va aller chercher sur Kafka et qui va me les mettre comme ça sur une page web, tout ça. Et je pense que j'ai un nom super, ça va s'appeler Instaquarm. Donc, je lève des fonds, hein, donc à votre bon cœur. Donc, bon, il y a des trucs, on a réussi à le faire au repas, la fonction, le wall, on a bien réussi. Par contre, le plot service, on n'a pas commencé. Donc, voilà. On va essayer de faire le plot service ensemble, puis après, on regardera un peu l'ensemble. Voilà, donc pour commencer l'upload service, qu'on peut faire, c'est aller sur le site code.quarkus.io et générer un projet avec Maven et toutes les extensions qu'il nous faut. Donc j'ai déjà fait ça, et c'est préparé, donc j'ai ouvert mon IDE. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un projet classique avec un fichier POM qui contient toutes les extensions qu'on va utiliser. Donc, on va faire du REST, donc REST ici réactive. On va le faire avec du Spring Web et Spring Data JPA. Quarkus propose une couche de compatibilité avec Spring. Ça veut dire que vous pouvez continuer à utiliser toutes les annotations que vous connaissez déjà, parce que je pense que la plupart d'entre vous avez travaillé au moins une fois avec Spring Boot. On va interagir avec une base de données, donc on a le driver Postgre. On va faire appel à cette fonction qui rend les photos carrées grâce au REST Client. Et puis après, comme on va dans le cloud, il nous faut une application solide, donc on va mettre en place un peu de fault tolerance avec Small Write Fault Tolerance. On aura les health checks aussi, quelques metrics, et bien sûr, comme il faut aller sur Kubernetes, on va avoir Kubernetes config pour lire la configuration avec des secrets et config map. Donc voilà à peu près ce qu'on a. La première chose que je vais faire, c'est créer une entité que j'ai plus ou moins préparée. Là, j'ai une classe picture qui a tous les champs qui m'intéressent des photos. Je l'ai annoté avec la notation entity de Jakarta et je l'ai fait étendre panache entity parce que comme ça, je vais profiter de toutes les features que ça me propose. Je ne vais pas avoir à coder des getter et setter, par exemple. Et aussi, je vais utiliser plein de méthodes qui sont déjà prêtes pour lister et chercher des photos dans la base de données. Alors, il est évidemment possible de faire un pattern repository avec Panache. C'est une question de choix. Il y en a qui préfèrent le repository, il y en a qui préfèrent l'active pattern. Là, on a décidé d'utiliser l'active pattern. Oui, parce que ça va plus vite pour les démos. Donc là, je vais exposer cette entité dans un endpoint. Donc, je crée une classe Picture Controller. Comme j'utilise Spring, je l'appelle Picture Controller. Je la note avec REST Controller. C'est ça qu'on fait dans le monde de Spring. Request Mapping pour c'était le path. Voilà. Et là, je vais implémenter juste deux méthodes pour lister toutes les photos. D'abord, donc là, on retourne tout simplement la liste des photos. La sérialisation sera gérée par Quarkus directement. Oui, et c'est là que je passe par mon entité, c'est ça, l'active record pattern. Voilà. Et il faut faire un return parce que ce n'est pas du Kotlin. On aurait très bien pu utiliser Kotlin, mais là, on a décidé de le faire en Java. Get mapping, voilà. Et puis après, comme on veut créer des photos pour vous démontrer que ça marche, on va créer la méthode pour ça.
Donc, c'est une méthode qui retourne une réponse entity qui est l'objet que Spring retourne, dans ce cas-là, de picture. Je l'appelle add. Ça reçoit une picture request. C'est un objet que je vais créer juste après qui va wrapper tous les champs pour une photo. Donc, comment je crée ça? Je crée une record qui est quelque chose qui est sorti en Java 14, il me semble, et qui nous permet d'écrire de classes de Pojo juste avec un constructeur et rien d'autre. Donc, on n'a pas à écrire tout le code, tous les boilerplate code que d'habitude on faisait avant. Donc là, on utilise un record, donc il faut Java 14+. Notre démo, elle va utiliser Java 17, mais Quarkus 3, qui est sorti mercredi, est encore compatible avec Java 11. Bien qu'on vous recommande quand même d'évoluer, parce qu'il y a quand même plein de choses super bien dans les nouveautés de Java. Si vous faites encore du Java 11, Quarkus 3 fonctionnera intégralement. Voilà. Donc, pour l'instant, je code le corps de la méthode. Là, j'ai persisté ma photo que j'ai créée à partir de l'objet que j'ai reçu. Et là, je construis la réponse avec un HTTP status qui va bien. Là, tout est bon. Il faut exposer cette méthode avec un post mapping où je set le path, par exemple là. Et vu que je vais écrire dans une base de données, il faut aussi la notation transactionnelle. Voilà. Donc, pour l'instant, ça va. On a codé un API. Ouais, par contre, pour que ça marche, là, mon idée, il faudrait quand même une petite UI et puis un tout petit peu de sécurité quand même. Hein. Oui, voilà. Donc, comme Clément disait au début, on a réussi à avancer un peu différents modules de notre application pour maintenant les ajouter et que ça marche. Donc, on a codé un module qui nous donne la sécurité. Donc, je vais venir ici dans le POM et je vais ajouter ça. Voilà. Ça s'appelle WebOZen Authentification et c'est tout prêt pour l'utiliser. Et aussi, on a un module qui nous propose un front pour faire une application un peu plus jolie que curl. Parce que je ne suis pas sûr que ça marche bien avec curl, en fait. La plupart des utilisateurs, ils ne veulent pas. Bon. Il me reste juste une propriété que va me dire où est-ce que je veux mettre ma page de login. Donc voilà, c'est comme ça. Et je pense que c'est tout. Et je n'ai pas démarré le mode dev. On va le faire maintenant. Voilà. Donc le mode dev, je le démarre avec Quarkus Dev. Et le client Quarkus, vous pouvez continuer à le faire avec la commande classique maven quarkus2.dev. Et ça démarre mon application et ça démarre aussi, comme ça scanne les dépendances, ça voit que j'ai une dépendance sur une base de données Postgre, donc ça va me démarrer une base de données dans un container. Donc justement, est-ce qu'on pourrait voir ça? Donc ça, c'est l'application, on va y revenir, mais d'abord, là, ouais, on va vous montrer. Donc Quarkus 3 vient avec une nouvelle Dev UI, là voilà, avec toutes les extensions qu'on utilise, et pour chacune des extensions, la possibilité de faire des choses dessus, on y reviendra, et la liste des dev services. Donc là, on voit qu'on a notre Postgre qui a été démarré automatiquement, pas besoin de le démarrer nous-mêmes. Cette nouvelle Dev UI a un feature que tout le monde voulait, et là, attention, hein, c'est le feature, vas-y, le dark mode. Quand même, voilà. Donc si vous êtes aussi vieux que moi, vous allez repasser en white mode parce que voilà. Mais bon. Donc c'est bien, on a cette application, mais normalement elle doit tourner, donc on va peut-être pouvoir la tester. Mais avant, je voudrais dire un mot sur cette authentification qu'on a utilisée. On a utilisé WebOZen. Alors évidemment, on aurait pu utiliser OpenID Connect, etc., etc. Sauf que bon, je ne sais pas si je suis comme vous, mais moi, retenir des mots de passe de 13 caractères avec 2 chiffres, 2 symboles, des majuscules, etc., j'y arrive plus. Ça peut peut-être un truc sur mon âge, mais bon, j'y arrive plus. Alors, il y a ce truc qui s'appelle WebAuthn, qui est un protocole d'authentification qui est spécifié par le W3C et qui va, au lieu d'avoir un password, va utiliser un device d'authentification. Donc, ça peut être quoi? Ça peut être une YubiKey, ça peut être Face ID, votre fingerprint, etc. Et c'est ça qui va en fait vous reconnaître et vous authentifier.
Donc, vous avez le choix entre retenir ce super compliqué, ce mot de passe super compliqué, ou vous raser une fois par semaine pour que Face ID fonctionne. Moi, c'est un choix de vie. Hein. Je me rase une fois par semaine. Donc, on va tester ça. Je me registre avec un utilisateur et là... Et en plus, c'est un cours d'espagnol, c'est trop bien. Donc là, elle a le tag qui va permettre de dire « Ah ben oui, mais il faut que tu vérifies que tu es bien Audi. » Donc, elle va le scanner. Voilà. Ça va m'identifier. Donc là, ça se connecte. Voilà, hop. Là, tu vas faire ton plus beau sourire. Et tac, elle est authentifiée. Voilà. Et voilà. Et là, on peut choisir une photo et l'uploader. Voilà. Okay. Et ça a marché. Ça a enregistré la photo dans notre base de données. Pour l'instant, c'est facile. C'est bien. Mais je te rappelle mon use case qui déchire, là, bah, surtout la nappe en tout cas. Il faut appeler la Square Function, là. Donc, ça serait bien qu'on l'appelle. OK. On avait dit qu'on allait utiliser le REST Client. Pour utiliser le REST Client, il faut créer une interface. Donc, je crée ça. Je vais l'appeler Square REST Client. Et là, il faut que je la note avec une annotation register REST Client que je mets une config key parce que ça va me permettre d'utiliser la configuration de façon plus friendly. Sinon, donc, il faut utiliser le nom complet de la classe. Bon, c'est pas forcément très facile. Donc voilà, on met un petit nom. Voilà. Et là, je déclare juste une méthode que j'annote avec post. Cette fois-ci, j'utilise Jakarta pour que vous voyez qu'on peut tout mélanger. Voilà, on est capable de faire les deux. En fait, ce qui se passe, c'est que les annotations Spring sont traduites en interne dans ce que Quarkus comprend. Donc, en fait, on peut avoir les deux en même temps. Et là, la méthode, elle est très simple. Et ça va convertir une picture en entrée, en carré, mais ça va retourner toujours une picture. Donc, là, j'ai mon interface. Maintenant, je viens dans le contrôleur. Et là, c'est après la persistance que je vais l'appeler. Et donc l'idée d'utiliser un REST client comme ça et d'avoir une approche déclarative, ça évite d'avoir du code HTTP un peu partout dans votre code. Donc c'est clair, c'est à part. Parce que sinon, après, quand on utilise un client HTTP un peu de bas niveau, ben, très rapidement, ça commence à aller un peu partout, les exceptions, etc. Là, c'est dans cette interface. Donc je m'injecte dans le contrôleur mon REST client avec la notation REST client qui est une spécialisation de inject. Donc, voilà. Elle utilise field injection dans ce cas-là, mais on aurait très bien pu utiliser method injection, constructor injection, tout est supporté, évidemment. OK, c'est bon. Il me reste juste configurer l'URL qu'on va appeler. Là, ouais, c'est un peu compliqué, donc... Bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est surtout cette grande URL qui nous a été gentiment fournie par Amazon. Mais moi, une URL comme ça, jamais je la retiens. C'est comme mes mots de passe. Hein, donc, il va falloir trouver une solution, mais... Bon. Ça tombe bien, j'ai un truc pour te proposer. Donc voilà, justement ici, on a la config key qu'on a mis côté interface. Et là, je pense que c'est tout. Maintenant, si je viens ici, que je réfléchis, normalement, ça va prendre un peu plus de temps parce que maintenant, je fais appel à ma fonction et que ça met un certain temps à aller jusqu'aux fonctions lambda et revenir. Surtout que ben, là, on est ici à Paris, la fonction lambda, elle tourne aux États-Unis, etc., etc. Elle va communiquer avec un Kafka qui tourne en Irlande. Donc ouais, c'est pas... Ça y est. Ça fait le tour du monde. Ah, quand même. On verra comment elle est faite, justement, et comment on a fait pour réduire le temps de démarrage. Bon, alors cette URL, moi, ça me plaît pas. OK, ça ne te plaît pas. Donc, je te propose, on va utiliser Stork, une extension Quarkus qui fait la service discovery et load balancing. C'est-à-dire qu'on peut déléguer ces actions sur une extension qui va tout juste aller taper le truc configuré pour découvrir les différents services en fonction du nom qu'on configure. Pour ça, on peut soit utiliser les implémentations qui sont déjà dans l'extension, par exemple Kubernetes ou Consul ou Eureka, mais dans ce cas-là, Clément a codé une implémentation qui va interagir avec AWS pour découvrir notre fonction. C'est pour ça que j'ouvre mon POM. Et là, il faut ajouter la dépendance qui va bien. Donc, celle-ci.
Notre artefact s'appelle AWS Service Discovery. Donc, voilà, c'est ce qu'on va utiliser. Et là, il faut configurer aussi quelques properties, pas beaucoup. 2. Donc, voilà. Ça, je peux mettre en commentaire. Et là, on dit au REST client qu'on va utiliser cette nouvelle URL, qui est beaucoup plus simple que l'autre, qui commence par Stork. C'est comme ça qu'il va savoir utiliser Stork. Et puis après, on dit à Stork qu'il faut utiliser cette implémentation pour la Service Discovery. Et là, automatiquement, ça va utiliser l'API d'Amazon pour trouver l'API qui s'appelle Squarer, qui est le nom que j'ai donné à Stork. Et avec, alors si vous connaissez l'API Gateway d'Amazon, il y a aussi une histoire de stage, avec le stage par défaut. Et boum. Sinon, on peut également configurer le stage et ça fonctionnera automatiquement. On aura la bonne URL. Et si elle change, ça se mettra également à jour. Ouais, c'est le temps que ça redémarre. Ouais. Non, ça doit être bon. Vas-y, refais. Voilà. C'est comme quand on rajoute une dépendance aux pommes, le dev mode est obligé de se redémarrer. Il se redémarre tout seul, mais c'est le seul moment où on est vraiment obligé de redémarrer le dev mode. Allez, encore un petit sourire. Conectando. Je ne parle pas du tout espagnol. Hein. Initial session. OK. Ah, ça, je sais lire. OK. Voilà. Donc, on prend une nouvelle photo. Et là, c'est via Stork que la fonction va être retrouvée. Alors là, ça prend un peu de temps. Est-ce qu'on pourrait quand même améliorer un peu ce... Parce que si ça prend trop de temps, c'est pas top, quoi. Oui, et en plus, ce n'est pas une fonctionnalité très critique, non? Un peu pour mon business model, mais bon, je peux comprendre. Ouais, okay. Voilà. Bon, en tout cas, ça, c'est un nice to have. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, avec la fault tolerance, venir ici et dire, et configurer un timeout. C'est-à-dire qu'on va dire, si la fonction prend plus de combien? 10 secondes, 10 secondes, hein, parce que le temps que... Voilà. On configure le timeout et en plus, on va mettre aussi du retry au cas où il y a un problème. Ouais, alors normalement, on le fait que sur les systèmes idempotents. Bon, là, c'est pas grave, on aura l'image plusieurs fois. Bon, c'est pas super grave. Donc, on met un retry. Ça veut dire que s'il y a une erreur, une exception lors de l'appel de cette méthode, ça va réessayer jusqu'à 3 fois, parce que c'est 3 la valeur par défaut de retry qu'on fait. Et le timeout, si ça prend plus de 10 secondes, on n'appellera pas la fonction et on retournera la réponse. Donc, on peut faire un test. Je ne sais pas si... Voilà, et donc là, on va voir, on verra à la fin s'il y a du retry ou pas. Bon, c'est très bien tout ça, mais moi, mon système, il faut qu'il tombe en prod, hein, là, parce que là, je sens que j'ai plein d'investisseurs. Non? Si, j'en reconnais là-bas. Et donc, il faut que ça marche, quoi. OK. Pour aller en prod, on va déployer en prod, mais il faut qu'on configure un peu l'appli pour que ça tape sur la base de données de prod. Jusqu'au moment où on a utilisé la base de données qu'on est en mode local. Pour ça, on a déjà les dépendances qui vont bien. Donc, j'ajoute la conf. La conf que je nettoie un peu. Voilà, comme ça, on dit qu'on veut une base de données Postgre, on lui donne les données nécessaires pour accéder. Et donc, on lit tout ça à travers des secrets qui ont déjà été créés. Donc, voilà. Voilà. Et pour déployer, ce que je vais faire le déploiement avec la ligne de commande Quarkus. On a amélioré cet client pour pouvoir faciliter beaucoup le déploiement. Donc là, avec Quarkus Deploy et la cible, là, je vais déployer dans un cluster OpenShift. Et je veux aussi déclencher le build de l'image. Donc, je lance cette commande. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on génère le manifeste OpenShift qui contient toutes les ressources nécessaires pour avoir mon application dans le cluster. Donc, quelques ressources spécifiques à OpenShift, comme Image Stream et Build Config, qui vont nous permettre de déclencher le build de l'image dans le cluster. Le build de l'image ne se passe pas dans ma machine en local.
on construit l'exécutable de l'application et on l'upload. Et une fois dans le cluster, il fait le build de la container image. Et si vous aviez utilisé un Kubernetes plus classique, dans ce cas-là, l'image aurait été construite par Quarkus sur votre machine, poussée dans un registry, les descripteurs auraient été appliqués. Vous avez à peu près la même expérience. Ici, on voit le cluster. Pour l'instant, il n'y a que la base de données. Parce que le build est en cours, mais justement, pendant ce temps-là, regardons la dev UI, regardons un petit peu ce qu'on a dedans. Oui, donc on parlait de health check. On va voir ça. Là, comme on a l'extension, on voit ici les liens qui lui concernent, dont l'état de la base de données, parce que Quarkus, maintenant, les extensions viennent avec une probe pour montrer le statut, et la liveness. De base. C'est celui de base. Voilà. Donc, chaque extension va contribuer ses propres probes. Donc, quand, par exemple, si vous utilisez Kafka, on va fournir des probes. Si vous utilisez une autre base de données, on va fournir des probes. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Vous pouvez évidemment implémenter les vôtres, mais il y en a déjà. Toutes nos extensions viennent avec des probes, ou en tout cas la grande majorité. Et on a aussi la version JSON. JSON, ouais. Et là, les metrics, non? On avait ajouté aussi une extension pour avoir les metrics, donc vous pouvez accéder également via la dev UI. Et là encore, chaque extension vient avec son ensemble de métriques clés, que vous pouvez évidemment étendre, mais il y a un ensemble de métriques clés qu'on vous fournit, qui sont exposées par défaut. Celles où on a eu des retours en disant, bah, en prod, c'est bien d'avoir cette donnée, cette donnée, cette donnée. On les a introduits et on les a là. Donc on a déjà un ensemble conséquent de métriques qui vous aident derrière à gérer tout ça en prod. Bon, on va voir si ça a marché. Alors, on a un petit problème avec notre OpenShift depuis hier. Ouais. Bon. Donc, sinon, on avait un plan B. Donc, je vais aller sur un autre cluster où on a déployé. Tu n'as pas celui où je me suis connecté déjà? C'est un. Parce que s'il faut que je me souvienne d'un mot de passe. Ah ben non. Si, c'est lui, non? C'est lui. Ouais, c'est lui. Voilà. Donc j'avais redéployé juste avant. Donc c'est exactement le même code, c'est juste que lui, il a réussi à déployer. Visiblement, il y a un problème avec son nom. Je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est exactement la même chose. Mais sinon, il y avait un autre truc, c'est qu'on peut également déclencher le déploiement à partir de la dev UI, mais bon, on n'a pas essayé. Donc là, c'est le même système qui fonctionne. Voilà. On va pouvoir avoir ça. Hop. Donc là, normalement, notre système, il est en prod et on va pouvoir prendre des photos. Alors, je vais essayer de me connecter également. Tac. Non. J'ai pas la bonne URL. Bon. Voilà. Donc, Audi va prendre des photos avec son téléphone. Attends, non. Ah. Non, en fait, il faut que je la récupère, celle-ci. Tu l'avais pas? Non, je l'ai pas. J'avais l'autre. Ah, non, c'est pas celle-là. Bon. Ben, ne regardez pas trop, là. Je vais faire des claquettes pendant ce temps-là. Laissez le Wi-Fi. Libérez le Wi-Fi. OK. Voilà. Je vais me l'envoyer aussi. Hein. Pas tout ça, mais moi aussi, je veux jouer. Je suis où, moi? Là. Voilà. Oh. Voilà. Donc, moi, j'ai le lien. Voilà. Tac, je vais me connecter. Clément. Donc là, ce qu'on voit, c'est la page de registering aussi. Attends, je fais mon meilleur... Voilà, Face ID. Hop, c'est bon. Je vais pouvoir prendre une photo. Alors, la première photo que je vais prendre, c'est cette fameuse architecture, parce que il vous faut des documents pour investir, c'est normal. Voilà, hop. Upload. Tac. Pendant ce temps-là, tu peux peut-être montrer le wall service? Ouais.
justement, à la fin, on a donc le wall server. Ben voilà, on a justement l'architecture ici. Mais vous me dites, oui, mais je l'ai prise avant et tout ça, etc. Donc, on va faire quelque chose d'assez extraordinaire à mon âge. On va faire un selfie. Je me mets. Vas-y. Alors, moi, dans mon enfance, pour le selfie, on allait au télématon. Ça marche encore, hein. Voilà, j'upload. Allez. Et voilà. Alors, on ne le voit pas bien, mais quand j'ai mis un carré, ben là, il y a Audi. et c'est vous, là, derrière. Si, c'est vous. Donc, ça marche. Ouais, voilà. Voilà, à l'envers. Ah, ben voilà, à l'envers. T'es doué aussi pour prendre des photos, non? Je pense que là, on a un don, là. Hein. C'est très, très bien. Alors, avant de... Voilà, on va quand même regarder le reste du code. Alors, vous me voyez, moi, en train de dessiner également. C'est passionnant. Alors... Notre système, il appelle une fonction. Oups. Non, ça marche pas ça. Non, tu marches. Hop. Alors, hop, je vais juste la retrouver dans le code. Voilà, hop, ici. Voilà. Alors, quand vous déployez une fonction avec Quarkus, quand vous allez l'implémenter, vous allez probablement utiliser quelque chose qui s'appelle Funky. Funky, c'est un framework qui a été bâti au-dessus de Quarkus, qui a été optimisé pour le serverless et qui va fonctionner avec Amazon Lambda, avec Azure Functions, avec à peu près tous les trucs, Knative, etc., etc. Et votre méthode, elle va être tout simplement annotée avec Func. Et ça va être une méthode classique, voilà, qui va récupérer une request, une réponse. Tout ça va être encodé en JSON automatiquement, ou en fonction des choses, ça peut être du Cloud Event, ça peut être plein de choses. Et dedans, mon code est très très simple. Bon, à part que je fais de la manipulation d'images et que des fois, j'arrive pas à retrouver le sens. Mais bon, voilà, le reste, c'est ça. Et puis, comme j'avais dit, pour être bankable en 2023, il faut que je fasse du Kafka, donc j'envoie à Kafka. Et comment ça se passe, ceci? Tout simplement comme ça. Dans Quarkus, quand vous voulez discuter avec un système de streaming, un système de message, vous allez utiliser la notation @channel avec le nom de la destination, le nom de la queue, du topic ou un truc comme ça, sur un objet qui est un émetteur. Et dans l'émetteur, on lui passe le type d'objet qu'on va envoyer. Et tout simplement, Send2Kafka va envoyer notre réponse à Kafka. Les CRD, la sérialisation, tout ça, c'est tout géré par Quarkus. On va découvrir pour vous si vous en avez un. Sinon, on va utiliser JSON. On va générer le CRD pour vous. Et ça va juste fonctionner de base. Alors, un truc important pour cette fonction, c'est que c'est une fonction Java qui reste en Java. Elle s'exécute en Java. Elle n'a pas été compilée en natif. On fera un peu de natif juste après. Mais en fait, j'ai activé quelque chose qui s'appelle SnapStart. SnapStart, c'est quelque chose d'assez nouveau sur Amazon Lambda. Et ça n'existe que pour Amazon Lambda. Mais c'est un système de snapshot et de restore. Donc, quand on déploie la fonction, cette fonction va s'exécuter partiellement jusqu'à un certain point. Et après, ça va prendre une photo de la mémoire, de la JVM et de la micro-VM. Amazon Lambda, c'est Firecracker, c'est la micro-VM, c'est pas du conteneur. Et une fois que la fonction sera instanciée, on va réinstancier cette fonction directement. Et donc, à partir du snapshot mémoire. Ce qui nous permet de démarrer beaucoup plus vite et d'attaquer clairement en Java le problème de c'est long à démarrer pour une fonction. Avec SnapStart et toutes les optimisations que nous avons faites autour de SnapStart dans Quarkus et dans Quarkus 3, on démarre aussi rapidement, voire plus rapidement qu'une fonction native. Et en plus, on va utiliser moins d'argent. Ça, c'est le secret du modèle d'Amazon. C'est assez bizarre, mais grosso modo, ça prend moins d'argent de faire ça. Voilà, tant qu'ils ne changent pas leur modèle de pricing. Après, je ne sais pas. Donc là, ma fonction, elle est en JVM, elle est en mode Java, et elle va démarrer super rapidement. Le deuxième point, c'est notre wall service. Notre wall service, il se connecte à Kafka. Hop, il est là. Tac. Il se connecte à Kafka. Pareil, il va réutiliser la notation de channel pour lire du topic image. Et là, je veux lire un stream parce que je veux mettre tout ça sur le wall et que ça apparaisse automatiquement. Et là, je vais faire un peu de reactive programming, mais c'est à peu près la seule partie dans ce code-là qui va un peu utiliser de reactive programming. Donc là, j'utilise Mutiny pour juste faire ça et hop, envoyer ça à mon front. Dans ce cas-là, j'ai décidé que j'allais faire de la compilation native. Et la seule chose que j'ai eu besoin de faire pour faire de la compilation native, c'est rajouter cette propriété. C'est-à-dire que quand je mets cette propriété-là et que je vais faire un Quarkus build, il va dire « Ah, toi, tu veux faire un exécutable natif ?»
il va prendre beaucoup de données durant le build time, appeler le compilateur avec la bonne ligne de commande pour que ça soit optimable, et créer l'exécutable natif. Cet exécutable natif, j'ai voulu le mettre sur une machine de prod, et pour ça, on aurait pu faire un script SSH ou quoi que ce soit. Là, j'ai décidé tout simplement d'utiliser Ansible sur une instance EC2, Nano, qui se tourne à Stockholm. Et si vous avez vu le talk de Holly Cummings ce matin, vous comprendrez pourquoi native plus Stockholm, c'est super bien en termes d'environnement. Donc voilà, après c'est de l'Ansible, vous aurez accès à tout le code après, et ça marche sans aucun problème. Donc revenons un peu au slide maintenant. Alors, ce qu'on a fait, c'est ça. C'est exactement ça, sans la nappe et en plus beau. Grosso modo, on avait des téléphones qui se sont authentifiés à l'upload service en utilisant WebAuthn et nos plus beaux sourires. Ça tourne sur Cube. Ensuite, on a utilisé le REST Client avec du fault tolerance et Stork pour la service discovery pour appeler une fonction qui tourne, elle, sur Amazon Lambda avec Snapstart pour que ça démarre vite et que ça ne nous coûte pas cher. On a envoyé ça sur un Kafka managé qui tourne en Irlande. Et enfin, le Wall Service qui tourne, lui, sur Amazon EC2 à Stockholm avec une petite appli native. Donc, Nano, ça veut dire 0,5 CPU, 512 de RAM. Donc c'est la plus petite instance que vous pouvez avoir. Et on envoie ça sous la forme de SSE. On aurait pu faire WebSocket, on aurait pu faire plein d'autres choses. Tout ça est possible. Le même framework est capable de s'adapter à tous ces trucs-là. Donc à la fois un conteneur, une fonction ou un mode VM. Hein, finalement, EC2 c'est quand même un peu de la VM. Grâce à 4 principes de base. Et on va les voir. Le premier, c'est le frictionless. Frictionless, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va éliminer tous les petits trucs, les petits obstacles que vous avez quand vous développez. C'est tous des petits obstacles, mais à chaque fois, ça prend 1 ou 2 minutes, et à la fin, c'est déprimant. Genre, ah, j'ai oublié de démarrer ma base de données. Ah oui, il me faut de la sécurité, c'est compliqué la sécurité. Ah oui, il faut que je fasse un module ou ce genre de choses. Là, ça va. Vous n'allez jamais sortir, vous allez toujours pouvoir continuer. Ça va se démarrer automatiquement pour vous. Vous allez pouvoir changer votre code, voir ce que ça donne, etc. Vous ne voulez pas coder des tests, parce que tester, c'est douter, on est à Devox, on le sait. Hein. Vous voulez avoir la Swagger dans la DevUI, ça y est. La DevUI, c'est vraiment votre boîte à outils. Vous utilisez une extension, elle va être là, vous aurez tout ce que vous pouvez avoir besoin pour utiliser votre extension dedans. Quelque chose qu'on n'a pas montré, que le continuous testing. Bah oui, tester, c'est douter, je viens de le dire. Le continuous testing, c'est quand vous avez des tests, en dev mode, il va réexécuter ces tests pour vous. Dès que vous changez une classe, il va réexécuter les tests impliqués par le changement de cette classe. Ce qui nous permet d'être vraiment focalisé sur un bug. Et au moment où on a fixé le bug, on est super content. Et on se dit, ah, on va faire un commit, push, force, voilà, c'est pas grave. Bah ouais, hein, c'est la seule commande qu'on connaît. Le seul problème, c'est que quand on connaît continuous testing, il va vous dire, ouais, alors c'est bien Clément, t'as fixé le bug, mais là, t'as 95 tests là, maintenant qui foirent. Peut-être ça serait bien de regarder ces tests avant de pousser. Donc voilà, le continuous testing, c'est un peu notre ceinture de sécurité dans ce cas-là. On va automatiser énormément de choses au déploiement. C'est galère de faire un fastjar, il y a des relocations, il y a des trucs, il y a des machins. Là, on va le faire pour vous. Donc le fastjar, qui est une structure de répertoire qui est faite pour les conteneurs. Sinon, on supporte le fastjar. On supporte les conteneurs, on supporte Kubernetes, on supporte les fonctions. Ma fonction, quand je fais Maven Clean Package, j'ai pas un jar. Non, parce qu'il a vu, ah, vous voulez déployer sur Amazon, il fait un function.zip que j'ai plus qu'à envoyer sur S3. Ah, et j'ai le script pour envoyer sur S3, hein. Je ne vais pas le faire moi-même. Donc, tout est là, vous avez besoin de rien faire. Bon, à part de payer Amazon à un moment donné, mais bon, ça... Voilà. On va également éliminer toutes ces petites frictions au niveau des API. Tout ce qui est rébarbatif, on va l'éliminer. Les getters, les setters, on l'a vu. Mutiny pour le reactive programming, on va simplifier énormément. La compatibilité Spring. Si vous faites du Spring et que vous ne voulez pas forcément apprendre un nouveau jeu d'annotation, ce qui des fois est un peu embêtant, boum, vous avez ça. Alors tout n'est pas supporté, mais quand même une grande partie. Et enfin, le build time analysis. Et alors ça, on va s'y attarder un petit peu, parce que c'est le deuxième principe. Pour comprendre le build time analysis, il faut comprendre comment un framework Java classique démarre. On va faire son Maven package, Gradle build, ce que vous voulez. Vous allez avoir un artefact. Cet artefact, vous allez le démarrer ou le déployer. Et là, il va faire plein de choses. Il va commencer par chercher de la conf sur le file system ou ailleurs d'ailleurs. Ensuite, il va faire un class path scanning pour trouver toutes les annotations. Ensuite, il va bâtir un peu un modèle de tout ça. Et enfin, il va démarrer. Toutes ces étapes vont prendre du temps, vont prendre de la mémoire, etc. L'idée de Quarkus et du build time principal de Quarkus, elle est très simple. On va faire la même chose, mais avant. Voilà.
C'est au build time qu'on va lire partiellement la configuration, c'est au build time qu'on va lire les annotations, c'est au build time qu'on va construire toute cette connaissance autour de l'application. Et donc derrière, j'ai un package dans lequel j'ai toute cette connaissance et je peux même savoir exactement quelle est la liste d'instructions pour démarrer mon application. Ce qui veut dire, au runtime, je vais démarrer beaucoup plus vite. Pas parce que je suis plus intelligent, non, parce que je fais beaucoup moins de choses. Et ouais, je les ai fait avant. Donc on va pouvoir démarrer plus vite. Donc pour avoir une idée un petit peu de ce que ça rapporte, regardons ça. Grâce à ça, en mode JVM, là je suis vraiment en mode JVM, l'upload service démarre en 1 seconde 1, avec un heap size de 74 mégas, qui est quand même relativement bas. Le wall service en 0,6 secondes, le square function en 0,8 secondes. Ceci comprend la connexion à Kafka hein, et à la base de données, etc. Comme on fait beaucoup de choses avant, ça nous permet d'utiliser beaucoup moins de classes après. Parce que, typiquement, le class path scanning, ça demande beaucoup de classes, etc. Ce qui veut dire qu'on va réduire la consommation mémoire à des choses relativement faibles. On est autour de 200 mégas. Hein, voilà, l'upload service est à 200, le wall service est à 150. Et tout ça encore avec un heap size de 74 mégas. Une application Java classique, où on aurait implémenté exactement la même chose, genre le upload service, ça aurait mis entre 5 et 15 secondes à démarrer et on serait autour de 400 mégas de RSS. Si vous comprenez pas ces chiffres, vous pouvez regarder le talk que j'ai donné à 1 an et demi ici à Devoxx, où je prends exactement et je vous montre exactement pourquoi il y a ces chiffres. Si on passe en natif, alors comment on fait pour passer en natif? Un natif, on demande à Quarkus de compiler du natif et lui, durant son build time, il va avoir assez de connaissances pour configurer correctement le compilateur natif. Parce que pour passer de bytecode Java classique en natif, il faut un compilateur. Ce compilateur-là, nous, on utilise GraalVM, on utilise en fait un fork de GraalVM qui s'appelle Mandrel, mais qui est hébergé sur GraalVM, qui se spécialise là-dedans. Et on essaye, on fait même, de la compilation native pour avoir un exécutable optimal. Faire du natif pour du natif n'a strictement aucun intérêt. Si à la fin, votre natif il utilise autant de mémoire que la version JVM, restez en JVM. Vous savez monitorer, vous savez faire tout ça, c'est quand même... Une compilation native, hein, rien que le wall service, ça prend au moins 2 minutes sur une belle machine. Donc imaginez à chaque fois si vous devez attendre 2 minutes. Donc non, là vous restez en JVM si ça fait ça. C'est pour ça qu'on évite de faire ça et on l'optimise au maximum. Comme c'est optimisé au maximum, on a des super retours. Startup time, hein, c'est immédiat. Clairement, dans le monde Java, c'est ce qu'on appelle immédiat. C'est très très dur de passer en dessous de ça. Et en termes de RSS consumption, on est relativement bas. Le upload service, on est à 65, le wall service à 72, mais j'avais des images en mémoire, donc évidemment, les images prennent de la place, etc. etc. Hop. Le troisième principe, qui n'a pas été forcément compris au début. On a dit, oui, Quarkus, c'est réactif. Et les gens ont dit, ah oui, mais la programmation réactive, c'est compliqué. Ce que je comprends, et je suis même d'accord avec ça. Là, l'idée, c'est tout simplement de dire, on a un cœur réactif. Ce cœur réactif, c'est celui qui va gérer les I/O, les entrées-sorties, et il va se baser sur Vertex et Netty pour discuter de manière optimale avec le système d'exploitation, avec le noyau. Typiquement, en Quarkus 2, on pouvait faire du epoll, si on était sur Linux. En Quarkus 3, on peut faire du epoll ou de l'IO-U-ring. Et ça va être optimal, ce qui va nous donner énormément de concurrence, et on va utiliser ces ressources de manière super efficace. Au-dessus de ça, vous, en termes de développement, vous ne le voyez pas. Audi n'a pas codé une ligne de réactif dans la démo. J'ai essayé pourtant, mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Bon, voilà. Donc, on était sur des worker threads. Thread process classique, parce qu'on est sur Java 17. Voilà, ça marche très bien. On aurait été sur Java 19 ou sur Java 20, on aurait ouvert l'option supplémentaire, grâce à une annotation qui s'appelle Run on Virtual Thread, d'exécuter sur des Virtual Threads. Donc là, on aurait eu des thread process carry thread avec des petites virtual threads au-dessus. On aurait utilisé moins de mémoire, mais on en aurait utilisé quand même un peu. Si on avait voulu vraiment faire un système hyper concurrent, on aurait pu aller sur carrément du code réactif, soit avec des Kotlin coroutine, soit avec du reactive programming. Mais bon, actuellement, il y a combien d'utilisateurs? 2. Ouais, 2 utilisateurs. Je suis pas sûr que ça vaut le coup de passer à ça. Alors, on ne sait jamais si vous commencez à... Voilà, là, peut-être. Alors, le dernier point, et là aussi c'est quelque chose, j'ai eu le commentaire ce matin en disant oui mais est-ce que Quarkus c'est prod ready parce que c'est jeune, etc. Alors Quarkus ça a déjà 4 ans. Eh ouais, presque l'adolescence. Ah non, pas encore. Bientôt. Mais l'idée à la base de Quarkus, c'était quand même de construire Quarkus à base de projets qu'on savait étaient matures et on savait tuner pour la prod.
Vertex, Netty, c'était des choses qu'on savait, qu'on maîtrisait déjà depuis plusieurs années, 7 ans je crois avant. Rest Easy, etc. Camel, et tout ça et tout ça. Et donc, on a construit une stack qui était relativement solide. Et en plus de ça, au fur et à mesure, on a dit, oui, mais on regarde comment les gens travaillent, on se dit, tiens, il y a quelque chose quand même qui est bien, ça serait de fournir toutes ces, ce qu'on appelle les motifs de stabilité, les stability patterns, dedans très facilement. Donc on a vu le timeout, circuit breaker, retry, fallback, bulkhead, tout ça, throttled, tout ça c'est dedans, c'est juste des annotations que vous pouvez configurer par la suite. En dessous, tout est non bloquant. Eh oui, c'est le cœur réactif. Tout est non bloquant. Vous ne risquez pas de bloquer des choses ou ce genre de choses. Ça reste non bloquant là, au niveau I/O. Et enfin, c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait sur Quarkus 3, c'est le Graceful Remediation. Ça veut dire qu'on va essayer de s'auto-réparer automatiquement. Par exemple, vous prenez du Kafka et puis vous avez un message et ce message, ben, il foire. Vous ne savez pas pourquoi il foire. Il va foirer un paquet 2, 3 fois et puis là, vous allez dire, bon, attends, je vais le mettre de côté pour l'instant, si vous avez activé le mode parce que ça change l'ordre. Et automatiquement, il va être réinjecté plus tard. Parce qu'on ne sait jamais, c'était peut-être le service ou la base de données qui n'était pas là, qui était malade, etc. Et donc là, ça va le réinjecter automatiquement sans que vous ayez rien à faire. Évidemment, si au bout de ça, ça ne marche toujours pas, dans ce cas-là, on le mettra de côté et là, il faudra que vous regardiez un peu plus près. En 2023, la sécurité, c'est un tout petit peu important et un tout petit peu touchy. Donc il faut se mettre à jour au fur et à mesure. Donc TLS 1.3, donc déjà, hein, on ne dit plus SSL depuis 10 ans. Eh ouais, c'est ça. On dit TLS. Nos propriétés qu'on a dans l'application properties peuvent être chiffrées. Donc c'est déjà une autre chose. Donc si vous avez des credentials ou ce genre de choses. On aurait pu utiliser OpenID Connect, ça marche très bien. Là, on a décidé d'utiliser WebAuthn, donc passwordless. On fait un joli sourire, ça marche. Bah, on se rase quand même, parce que sinon ça marche moins. Bah, en tout cas pour moi, si je me rase pas, ça ne marche pas. Mais bon. Ça marchait pas du tout avec le masque d'ailleurs. Hein. Le troisième point, c'est le design for production. On a la chance d'avoir des équipes chez nous, chez Red Hat, qui sont capables d'aller nous expliquer le noyau Linux, la JVM, parce qu'on contribue énormément à OpenJDK, Kubernetes, via OpenShift et sans OpenShift, etc., etc. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change, à chaque fois qu'il y a « Ah ben là, en fait, on se rend compte que c'est mieux de faire ça, voilà, comment démarrer une JVM dans le conteneur ?» C'est compliqué. Ça dépend de la version de la JVM, ça dépend de la mémoire, ça dépend de tout ça. Cette connaissance, on l'a, et on la met dans Quarkus, et on va démarrer votre application de manière cohérente et relativement correcte. Évidemment, vous pouvez le tuner. Si vous pensez que pour vous, c'est mieux dans un autre mode, vous pouvez. Et on fait ça pour les conteneurs, pour la JVM et pour Kubernetes. Et enfin, Design for Observability. On a des services qui tournent chez nous, chez Red Hat, et c'est toujours intéressant de discuter avec les gens qui les maintiennent. Parce que les gens qui maintiennent ce genre de service, ils ont envie de dormir. Ouais, c'est comme ça. Moi aussi, ça m'a choqué la première fois en disant pourquoi. Bon. Donc, ils veulent avoir des alertes, ils veulent avoir ce genre de choses, et ils veulent avoir des données pour bâtir ces alertes, pour bâtir ces crédits d'erreur, etc. Et ça, on va vous le fournir automatiquement. Donc, on a Health, on a Metrix qui vient, et à partir de ça, on peut vous fournir un dashboard Grafana automatique. Évidemment, il n'est pas automatique, mais avec les trucs clés qu'on pense qui sont les plus utiles, et après, vous pouvez le customiser. Une nouveauté de Quarkus 3, tout ça va être exposé sur une management interface. Ça ne sera plus sur le port principal, parce que c'est très bien de mettre sur le port principal, mais si vous faites une bêtise et que vous vous retrouvez à exposer le port principal sur Internet, vous avez vos Metrix et vos Health qui sont diffusés. Donc pour éviter ça, on le met sur une management interface, donc c'est un autre port qui sera utilisé qu'en interne. Alors, tout ça, si on met tout ça ensemble, on va augmenter la densité de déploiement énormément. Donc, typiquement, là, sur un single core Kubernetes, on peut aller jusqu'à 640 pods. Et en termes de cloud build, on peut hautement descendre. Normalement, pour une application Java, on utilise Medium. Donc, ça fait 26,08 par mois par instance sur Amazon. Là, mon wall, il tourne sur une instance de 6,25. C'est quand même beaucoup moins cher. Et là, vous allez dire, mais pourquoi faire 3 versions quand finalement rien n'a changé? Alors oui, rien n'a changé sauf ça. Si vous ne connaissez pas Kubernetes, chaque update casse un truc.
Alors c'est facile de casser sur Kubernetes, c'est gratuit, tout ça, mais ça fait tellement plaisir. Mais bon, non, c'est pas que ça. En fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pratiques autour du software engineering qui a changé en quelques années. Et quand on a commencé Quarkus, on n'avait pas forcément entendu parler de IOU Ring ou entendu parler du Virtual Thread ou même de ARM, qui à cause ou grâce au M1 est devenu maintenant un des CPU les plus utilisés. On a plein de retours là-dessus. Donc il a fallu travailler là-dessus pour rajouter tout ça, et ça change des choses en interne. Quarkus, aujourd'hui, c'est 792 extensions listées qui sont réparties entre Quarkiverse et des custom extensions. Donc, vous avez à peu près la fonctionnalité que vous voulez, elle existe déjà. Donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre, et ça, c'est pour Quarkus 3. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Donc, pourquoi Quarkus aujourd'hui? Pour développer sans friction, beaucoup plus vite. Pour déployer sans peur, parce que le déploiement, on va le faire pour vous avec les bonnes pratiques, pour opérer ça sans stress, et enfin, pour exécuter ça sans risquer la banqueroute, ce que j'aimerais bien, parce que moi j'ai mon système à faire tourner quand même, j'ai pas de sous pour l'instant. Voilà, je vous remercie. Vous avez sur le premier lien les slides, sur le deuxième lien toute la démo avec tout ce qu'on a montré, et avant de vous quitter, nous allons voir le wall service. Tu peux me remontrer le wall service, parce que j'ai vu que tu avais pris quelques photos. Voilà, oh magnifique. C'est moi, comme ça. Voilà. Je crois que j'ai un peu de travail sur la Square Function pour... voilà. Alors, on a 34 secondes pour des questions. Ah non, c'est dans le sens. Oh, pardon. Merci beaucoup. Alors, en fait, on a moins 45 secondes pour des questions, donc on va vous attendre dehors.